Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, monsieur et madame les étudiants et étudiantes, je suis un ancien étudiant des universités de la Belgique, un ancien diplômé. J'essaie de faire des recherches à travers certains thèmes qui préoccupent aujourd'hui l'actualité mondiale sur l'environnement. J'ai le réel plaisir de vous présenter aujourd'hui un thème de recherche de mémoire sur l'environnement au niveau de l'Institut européen des hautes études économiques et de gestion dont vous faites partie. J'ai aussi le réel plaisir de vous retrouver comme étudiants et étudiantes. J'espère que nous aurons l'occasion de beaucoup échanger, de discuter. Puisque je suis moi étudiant il y a beaucoup d'années. Ceci étant dit, mon thème est celui-ci, la nécessité du Fonds bleu pour la protection du bassin du Congo, de la lutte contre le réchauffement climatique. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont entendu parler du Fonds bleu, ou peut-être du bassin du Congo. Donc, le Fonds bleu, c'est un mécanisme, comme le titre l'indique, un mécanisme de financement et de protection du bassin du Congo. C'est-à-dire que le bassin du Congo est le deuxième poumon mondial, la deuxième grande réserve du monde. Et comment faire pour assurer son entretien? Comment faire pour assurer sa gestion, son fonctionnement, pour le garantir en l'état au profit de l'humanité? Puisque c'est la deuxième grande réserve que l'humanité compte, avec le réchauffement climatique qui aujourd'hui met en difficulté les nations, menace la vie des êtres humains. Donc, après l'Amazonie, le bassin du Congo vient en deuxième position. Et c'est en cela que certaines autorités, les chefs d'État d'Afrique, ont pensé à une initiative qui est à l'image du Fonds vert qui existe pour le climat. Cette initiative, c'est le Fonds bleu. Le Fonds bleu pour la gestion, la protection du bassin du Congo, pour l'intérêt des peuples, pour financer les projets des peuples qui protègent le bassin du Congo et qui utilisent abusivement le bassin du Congo, qui pratiquent la déforestation. Mais pour éviter son utilisation abusive, il faut qu'il y ait des fonds de contrepartie, des fonds de compensation pour supporter les projets des peuples, pour occuper les peuples. Et c'est pourquoi les chefs d'État d'Afrique, lors de la COP 22 à Marrakech en novembre 2016, ont pensé à la création du Fonds bleu sur proposition du président congolais, le président Denis Sassou Nguesso. Et cette initiative a été concrétisée en 2017 à Oyo, à travers un sommet international qui avait été organisé regroupant 12 pays. Donc voilà l'intérêt de notre thème qui est la nécessité du Fonds bleu pour la protection du bassin du Congo. Donc voilà comment se présente le bassin du Congo avec sa forêt et qui couvre 400 millions d'hectares. Voilà comment cette deuxième grande réserve du monde se présente et qu'il faut assurer l'entretien, garantir les espoirs des peuples, puisque les nations à travers le monde comptent sur ce deuxième poumon mondial. C'est pourquoi cette initiative avait été mise en place pour assurer son entretien, sa gestion, le financement de ces projets pour l'intérêt des peuples, l'intérêt des États environnants et les peuples environnants. Nous nous sommes posé quelques questions sur son fonctionnement. Comment on peut faire pour exploiter, gérer ce fonds? Quelle est la nécessité du Fonds bleu pour la protection du bassin du Congo? Et quels sont les différents obstacles auxquels ce fonds est confronté? Dans sa mise en œuvre, le fonds a quel obstacle pour qu'il soit mis en pratique? Comment remédier à ces difficultés? Après avoir connu ces obstacles, ces difficultés auxquelles le fonds est confronté, comment faire pour y remédier? C'est pourquoi, après avoir posé la question sur la nécessité du fonds, les obstacles auxquels le fonds est confronté et les approches de solutions, nous avons essayé de mettre un cheminement des idées pour chercher à étayer ce sujet. C'est au travers de cela que nous nous sommes rendus compte que le fonds est confronté à un certain nombre de préoccupations, notamment sur le plan géopolitique. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau géopolitique, le fonds est un instrument de combat contre l'exploitation illégale de la faune et de la flore. Ça, c'est au niveau géopolitique que le fonds a un rôle capital. Il permet de combattre l'utilisation illégale, l'exploitation injuste du bassin du Congo, de ses réserves au niveau de la faune
au niveau de la flore, c'est au niveau géopolitique. Au niveau socio-économique, on s'est rendu compte que le fonds réellement favorise les pratiques alternatives de la protection de l'environnement à travers les différents financements qui pourraient être accordés. Si le financement est mis en place, le fonds pourrait faire face aux besoins des États environnants, aux besoins des populations pour l'utilisation à bon escient de ces richesses, notamment au niveau de la faune et de la flore. Au niveau environnemental, le fonds pourrait être comme une contrepartie, c'est-à-dire une puissance qui pollue et les États en développement subissent le poids de cette pollution. Et c'est pourquoi il est demandé aux grandes puissances de mettre à la disposition des États en développement un certain nombre de moyens leur permettant de faire face à cette pollution, de compenser les chocs qu'ils reçoivent de la pollution, parce qu'ils subissent le poids de la pollution. Et il faut des fonds de contrepartie pour faire face à leurs besoins, créer des mécanismes liés à l'entretien des différents cours d'eau, des forêts. Et ces fonds qu'ils reçoivent sont appelés des fonds de contrepartie. Et quels sont les différents obstacles auxquels ce fonds est confronté? Nous avons, au niveau du premier obstacle, retenu que le fonds est confronté à des difficultés de financement, sinon de préfinancement de ces États à cause de leur faiblesse économique. Les États étant pauvres ne sont pas en mesure de financer ce grand projet, ce noble projet eux-mêmes. La faiblesse des économies ne leur permet pas de financer ce projet. Pour l'intérêt du monde, les États sont d'abord les premiers pourvoyeurs à travers les cotisations qu'ils peuvent mettre en place au-delà du fait que le fonds attend de recevoir des grandes puissances les moyens. Il faut d'abord que les États environnants s'engagent à mettre d'abord, en ce qui les concerne aussi, des moyens avant de recevoir les moyens d'ailleurs. Le deuxième obstacle, justement, on a parlé de la réticence de la part des différents dirigeants à travers le monde. Au niveau d'Afrique comme au niveau mondial, il y a comme une réticence affaiblie. Les gens ne sont pas déterminés. Et puis il y a la guerre de leadership entre les différents chefs d'État. Celui-ci, il veut que ce soit lui qui parraine. Celui-ci veut que ce soit tant au niveau régional qu'au niveau international. Et tout ça, ça affaiblit le fonds. Ça fait que le fonds connaisse des difficultés dans son épanouissement. Enfin, le dernier obstacle, nous avons le retrait des États-Unis de l'accord du climat qui avait été conclu lors de la COP 21 à Paris. Souvenez-vous, l'accord de Paris a été un accord historique, un accord du siècle, une rencontre du siècle. Parce que c'est au cours de cette rencontre que des grands engagements ont été pris, que les dirigeants à travers le monde ont été tous engagés à faire face aux problèmes climatiques et qui de plus en plus préoccupent le monde, met à mal les États et inquiète les peuples. Et c'est au sortir de cet accord, vous vous souvenez que lors de cet accord, le président Obama, à l'époque, le président des États-Unis d'Amérique était présent. Donc, les chefs d'État, unanimement, avaient décidé de contribuer. Or, le retrait des États-Unis crée comme une décadence, comme un petit choc à cet accord. Le retrait des États-Unis vient comme fragiliser l'accord auquel tout le monde entier était d'accord. Parce que ce sommet avait réuni près de 195 États à travers le monde. Donc tous les dirigeants du monde étaient déterminés. C'est pourquoi vous constatez aujourd'hui que les initiatives du président Emmanuel Macron vont dans le sens de la compensation. Après le retrait des États-Unis, avec la grande part, comment compenser cela pour que les autres nations à travers le monde ne subissent pas ce choc. Récemment, il s'est tenu le 15 décembre un sommet sur le climat transmis où le président Emmanuel Macron a rassemblé les dirigeants du monde jusqu'à le président de la Banque mondiale, toutes les grandes institutions, les grands entrepreneurs, les grands artistes, les grands donateurs à travers le monde. Ce retrait des États-Unis, c'est l'un des obstacles au fond bleu que nous venons d'énumérer. Pour y remédier, il faut que les dirigeants de la région d'abord eux-mêmes allouent les fonds à l'initiative. Les dirigeants d'Afrique prennent un engagement, soit déterminés à mettre les moyens, malgré la faiblesse des économies, à mettre les moyens pour permettre à ce que le premier pas soit marqué, qu'ils soient d'abord déterminés, engagés, pour remédier justement à ces obstacles. Il faut que la communauté internationale aussi appuie cette initiative
Il faut que la communauté internationale se rende réellement compte qu'il s'agit de la deuxième grande réserve du monde. Il s'agit de l'espoir des générations actuelles et à venir. Donc qu'ils soient engagés à accompagner cette initiative, qu'ils soient engagés à mettre les moyens, la communauté internationale. Il faut qu'il y ait un cadre organique et un changement des contraignants. Donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une détermination, il faut qu'il y ait une volonté de tous, un engagement. Pour vérifier ces hypothèses, nous avons retenu des méthodologies. La première consiste à l'analyse du jeu des acteurs impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre le leadership sous-régional et mondial. La seconde stratégie, nous avons procédé par une étude documentaire, les journaux, les livres, de l'entretien que nous avons eu avec les différents acteurs au niveau africain. Nous avons fait une étude, qu'est-ce qu'ils pensent du bassin du Congo et quelles sont selon eux les possibilités pourront leur permettre de gérer le projet commun des peuples en compensation du bassin du Congo que eux ils préservent. Parce que souvenez-vous, les peuples jadis vivaient de la cueillette, la chasse, la pêche, donc de la forêt. Une fois on leur dit, écoutez, il faut laisser la forêt en état pour l'intérêt de l'humanité. Ce qui veut dire qu'ils ne vont plus rien entreprendre. Ils vont connaître le coût des activités. D'autant plus qu'ils vivent de la forêt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour compenser? C'est pourquoi ça nous a permis de se rendre compte qu'il faut qu'il y ait la contribution des grandes nations en contrepartie de la forêt, de l'eau qu'eux ils conservent pour l'humanité. Donc tout ceci nous a permis de structurer notre mémoire en deux grandes parties. La première partie est représentée par 3 chapitres. Le premier chapitre est consacré à l'esquisse conceptuelle, c'est-à-dire avant de parler du bassin du Congo proprement dit, nous avons pensé expliquer les termes. Le bassin du Congo est lié à quoi? Avant de parler du bassin du Congo, avant de parler du fond bleu. Pourquoi le fond bleu? Mais parce qu'il y a le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, pour le combattre, il faut le bassin du Congo. Donc, il fallait définir les concepts réchauffement climatique, le climat. Donc, le premier chapitre est consacré à la définition des concepts climatiques. Le deuxième chapitre est consacré au cadre référentiel de gestion de l'environnement. Donc, c'est le bassin du Congo qui est comme le cadre de référence. En ce moment, il faut parler du bassin du Congo. Qu'est-ce que le bassin du Congo? Quel rôle il peut jouer? C'est vrai qu'au premier chapitre, nous avons parlé des concepts de climat, réchauffement climatique. Mais au deuxième, il fallait parler du bassin du Congo et qui est comme instrument d'atténuation du réchauffement climatique, à savoir à travers ses fleuves, à travers ses forêts. Le troisième chapitre, lui, il est consacré au fond bleu. Qu'est-ce que le fond bleu et quel est son lien avec le bassin du Congo? Enfin, nous passons à cette seconde partie qui est représentée en 2 chapitres, dont le premier est consacré au management de l'environnement. Parce que le management de l'environnement vient comme une contribution, comme une nouvelle manière de gestion, une nouvelle forme de gestion. La technique du managérial, son implication, qu'est-ce que le management peut apporter dans tout ce qui existe, tant au niveau du réchauffement climatique, au niveau du bassin du Congo. Quel est l'apport du management, cette nouvelle technique de gestion? Et c'est l'objet de ce 4e chapitre. Et notre dernier chapitre est consacré à la nécessité du fond bleu pour la protection du bassin du Congo. La véritable nécessité. Donc, l'objet proprement de notre thème, la nécessité du fond bleu pour le bassin du Congo. Quelle est sa place, son rôle? Qu'est-ce que le fond bleu peut apporter dans le bassin du Congo pour la lutte contre le réchauffement climatique, qui devient un souci majeur des peuples à travers le monde. Donc, après avoir tout cerné, nous nous sommes rendus compte que le fond bleu a réellement une importance pour la meilleure gestion du bassin du Congo, pour l'intérêt du monde. Donc, le fond bleu est réellement important et au profit du monde. Nous nous sommes rendus compte que son financement est réellement souhaité, attendu pour que cette politique soit réellement mise en exergue, soit mise en pratique. Donc son financement est nécessaire. Et c'est de là que, après avoir souhaité son financement par des fonds publics et privés, le fonds qui peut réellement le mettre en œuvre, nous sommes rendus réellement compte que les faiblesses au niveau sous-régional constituent comme un frein à cela. Avant de parler de la communauté internationale, au niveau sous-régional,
les grandes initiatives, les grands engagements doivent être pris. Mais tant que cela n'est pas mis en pratique, ça constitue une grande faiblesse s'il y a réellement un leadership sous-régional. Parce qu'avant de voir ailleurs, il faut d'abord compter sur soi. Et si au niveau interne, au niveau sous-régional, il y a comme la lutte de leadership, ça constitue un frein à ce financement souhaité, ce financement attendu. Et la lutte de leadership au niveau mondial, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à cela aussi s'ajoute la réticence des différents bailleurs. Tout à l'heure, je disais que les initiatives du président Macron a rassemblé les grands donateurs à travers le monde, des grands dirigeants, les inviter à contribuer au financement. Mais si à leur niveau, ces grands entrepreneurs qui constituent d'un côté les fonds privés, des grandes fondations qui doivent soutenir, mais s'il y a une réticence à leur niveau, ça constitue aussi un frein. C'est pourquoi l'invite du président Macron au niveau de la société civile, des grands entrepreneurs, c'est pour les amener à contribuer, à appuyer les initiatives, à appuyer les fonds publics. Parce que seuls les fonds publics ne peuvent pas compenser le retard des États-Unis. D'où il faut aussi qu'il y ait des donateurs, donc des fonds privés. Donc voilà autant de choses que nous avons répertoriées à travers notre analyse, à travers notre étude. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les étudiants et étudiantes, voilà présenté un peu de manière succincte mon mémoire sur le thème la nécessité du Fonds bleu pour la protection et la gestion du bassin du Congo afin de lutter contre le réchauffement climatique et qui devient comme un casse-tête, qui devient un souci majeur des peuples. Puisque aujourd'hui, nous vivons l'immigration climatique, nous vivons la migration climatique. Il y a 2-3 jours ce qui se passe au niveau de la France, où les gens ont laissé leur habitation pour aller chercher des abris ailleurs. Et cela se passe un peu partout, notamment aussi dans nos pays d'Afrique. D'ailleurs, en ce qui concerne notre pays, la République du Congo, actuellement, c'est un problème qui préoccupe la nation, où les conséquences liées au réchauffement climatique sont très lourdes. Il y a eu les habitations des paisibles citoyens qui sont emportés, les édifices publics détruits, mais ce sont les effets du réchauffement climatique. Et c'est pourquoi, dans notre travail de recherche, dans le combat que nous menons, nous essayons d'avertir les peuples à travers le monde pour que, à ce niveau aussi, qu'ils s'investissent. Le combat du réchauffement climatique, le combat de la protection de l'environnement mondial n'est pas seulement un combat des différents dirigeants. C'est pourquoi, dans notre précédente publication, nous l'avons édité en plusieurs langues, anglaises, chinoises, françaises, espagnoles, russes, arabes, ainsi de suite, pour permettre à ce que, à travers le monde, les peuples s'imprègnent, que les peuples adhèrent et que les peuples appuient les initiatives des différents dirigeants. Parce que ce n'est pas seulement les dirigeants des États, mais il y a aussi le bas peuple qui a sa contribution. Il y a aussi la société civile qui a sa contribution. Nous amenons les gens à comprendre que c'est une affaire de tous, c'est un combat de tous qui a besoin de la contribution de tous. Parce qu'il s'agit de l'humanité qui est en péril. Il s'agit de l'humanité qui est en danger. Merci d'avoir consacré de votre temps. Et je me mets à votre disposition pour des éventuelles suggestions, remarques visant à l'amélioration de ce travail. Merci encore. Merci beaucoup. Félicitations, je pense que c'est un travail très très pertinent pour le moment dont le monde passe aujourd'hui. Je pense que c'est tout à fait très positif que nous avons des étudiants ici pour qu'ils puissent s'imprégner de la problématique du management pour l'avenir. Donc je trouve que c'est très positif. Félicitations. J'ai quelques questions. Donc, comme président du jury, je commence, je prends la parole. D'abord, je voudrais vous poser une question concernant plutôt le travail. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que votre travail est-il innovatif? Pourquoi pourrait-on dire que votre travail est-il pertinent par rapport au travail passé? Ou est-ce que nous trouvons dans votre travail la première approximation méthodologique au fond bleu? Est-ce que pourrez-vous, s'il vous plaît,
parler un tout petit peu sur le contexte académique qu'il existe sur le Fonds bleu, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président du jury. Pourquoi notre travail est une innovation, est une contribution au management de l'environnement? Je vais partir du principe que le thème en lui-même, il est nouveau, puisque cette initiative n'a été mise en place qu'en 2017 par les différents chefs d'État. Et comme vous le savez, nous, notre rôle en tant que chercheurs, en tant que scientifiques, c'est de mettre en pratique les efforts des politiques. Parce que les dirigeants, à travers le monde, prennent des décisions politiques. Il nous revient à nous, scientifiques, de les matérialiser, de les mettre en valeur et de les mettre à profit des peuples. Le thème en lui-même, il est nouveau. Je crois que c'est parmi, si je ne me trompe pas, les premières recherches qui, dans ce sens, ont été proposées, ont été effectuées. C'est pourquoi nous avons parlé des obstacles que ce fonds est appelé à connaître. Nous avons énuméré les obstacles parce que dans nos recherches, dans nos analyses, nous supposons que quand une initiative est mise en place, mais la réussite n'est toujours pas assurée. Mais il peut y avoir certains dirigeants ou certains peuples qui sont réticents. Il y a, je crois, une semaine de cela, j'ai suivi un documentaire au niveau des États-Unis, notamment au niveau de Oklahoma, où les dirigeants de la ville, les responsables des entreprises, disent que pour eux, le réchauffement climatique n'existe pas. Ils se remettent à l'évidence. Tout ce qui peut arriver, arrive, malgré le fait qu'ils subissent régulièrement les chocs du réchauffement climatique. Mais ils sont réticents. Donc, c'est pour dire que notre recherche nous a permis de connaître les tenants et les aboutissants et éventuellement de faire des propositions à la science afin que les différents dirigeants les exploitent et les mettent à profit du monde. Qu'est-ce qui s'est passé avec les initiatives du passé, avant du Fonds bleu? Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui on a ce type d'initiative comme le Fonds bleu? Je crois comprendre que en toute chose, il y a toujours un début. Et ce début est toujours né à travers les faits que la société vit. Ça inspire les différents dirigeants, ça inspire les différents visionnaires à travers le monde et qui pensent que au rythme où évolue la société, il faut ceci. C'est pourquoi vous constatez que au jour le jour, la société connaît des hauts et des bas. Hier, on avait par exemple les États-Unis qui ne s'étaient pas retirés de l'accord de Paris, qui contribuaient aux autres charges liées à la protection de l'environnement, liées à l'assistance des autres États. Tout d'un coup, on arrive, il y a le retrait. De là aussi, ça doit pousser les différents dirigeants à travers le monde, les différents visionnaires à projeter selon l'évolution de la société. S'agissant des premières expériences, lors du récent sommet qui s'est tenu au niveau du Quai d'Orsay au ministère des Affaires étrangères le 15 de ce mois, nous avons discuté avec certains responsables, certains experts et qui nous ont laissé entendre que même l'Amazonie était utilisée de manière désordonnée et ce qui paraissait regrettable. L'Amazonie était très mal exploitée et c'est pourquoi nous nous sommes rendus compte que la réussite du Fonds bleu peut inspirer les autres nations à la mise en place des différents fonds, par exemple liés à l'entretien, au financement et à la protection de l'Amazonie, qui est la première réserve du monde, au niveau de l'Asie du Sud aussi. So first I want to congratulate for your very well done presentation. Il veut vous féliciter pour votre présentation. And your thesis is quite well structured. La structure de la thèse était bien mise en place. Yeah, I have some questions about this foundation, the Fonds bleu. Okay. Il a quelques questions sur l'institution du Fonds bleu. Oui. Yes, although my French is not good, I understand it perfectly, and I also read this French also quite well. So if I understand correctly, I think this is a new foundation. It's not involved a lot of other countries, except those African countries, right? Est-ce que le Fonds bleu il est tout à fait
lié plutôt aux certains pays en Afrique ou quels sont les pays qui sont involucrés dans le Fonds bleu? Le Fonds bleu a été une initiative du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, lors de la COP 22 à Marrakech, qu'il avait proposé en 2016. Et ce fonds a été concrétisé en 2017. À la signature des accords, il y a eu 12 États environnants qui ont pris part à la signature de cet accord. Donc nous avons eu l'Angola, le Tchad, le Centrafrique, le Gabon, le Cameroun, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie. So I think I understand correctly. So my question is that you mentioned 3 obstacles of this fund. How do you cope with that? But my concern is that if, as you mentioned, also the retreat of the United States from this Paris agreement, and as this foundation Fond Bleu is only a domestic, let's say, regional organization, how do you really attract funds from outside? Of course, you mentioned in your presentation also a lot, but I still get a little bit, let's say, superstitious, or not superstitious, or not skeptical, yes, about this, because there are a lot of similar, let's say, organizations which propose to raise funds for the protection of the region. What makes this organization outstanding? Sa question c'est plutôt qu'est-ce qui fait du Fonds bleu une institution intéressante pour les investisseurs d'investir leur argent dans le Fonds bleu. D'abord, concernant le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, vous voyez que c'est une situation qui a bien préoccupé tous les autres États à travers le monde. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé des initiatives, des engagements du président Emmanuel Macron vont dans le sens que le reste des États et les investisseurs de fonds privés s'accordent à ce que les moyens qu'ils mettent en place viennent pour faire la compensation. Parce que souvenez que les fondations assistent aux démunis. Nous avons par exemple les artistes à travers le monde qui ont des moyens, qui mettent à disposition des pauvres, qui mettent à disposition des orphelinats, qui mettent à la disposition des associations. Le rôle du Fonds bleu, c'est une expérience, c'est une vision de ces dirigeants qui pensent que de plus en plus la planète est en train de connaître des secousses. La planète est menacée, la planète est en danger. Plus l'on avance, on va vers le danger. Plus l'on avance, on va vers le danger. C'est pourquoi les experts à travers le monde se battent à multiplier des stratégies pour attaquer, pour atténuer, pour diminuer ce choc. Quand vous voyez par exemple la limitation de la production de gaz à effet de serre, la limitation de la pollution. Parce que hier, on ne voyait pas trop ça. Au fur et à mesure où on avance, on voit que la pollution est en train de gagner le monde à travers les faits que nous vivons. On voit ce qui se passe à Paris actuellement, où des milliers de personnes ont quitté leur habitation. Donc au fur et à mesure, nous constatons que de plus en plus, les conséquences sont énormes au niveau mondial. Et là aussi, les chercheurs, les scientifiques, les experts ne dorment pas. Ils doivent multiplier les initiatives, multiplier les stratégies, multiplier les efforts, multiplier les réflexions pour faire face à ça. Et c'est pourquoi on pense que les différents donateurs peuvent appuyer ces initiatives. Et surtout qu'aussi on sait que l'entretien du Fonds bleu, c'est pour l'intérêt du monde. L'entretien du bassin du Congo, c'est pour l'intérêt du monde. L'entretien de l'Amazonie, c'est pour l'entretien du monde. De l'Asie du Sud, c'est pour l'intérêt du monde. On ne voit pas comment les grands donateurs, les grandes institutions financières internationales restent sourds à un projet qui est intéressant et qui est important pour le peuple, pour le monde. So do you have any, for this Fonds bleu, do you have any plan to introduce, let's say, guest membership or let's say observer from outside? Sa question, comment vous pensez involucrer des autres personnes dans les projets de Fonds bleu? Nous avons parlé de la contribution des autres acteurs à travers le monde.
des donateurs à travers le monde. Vous voyez par exemple à l'initiative de ce que le président Macron a fait. Il va se tenir à Dakar le 2 février, un sommet mondial de l'éducation, où le président Macron prendra part, le président de la Banque mondiale, le secrétaire général de l'ONU, l'artiste musicienne Rihanna prendra part. Donc, à l'image de ça, il suffit que des politiques soient mises en place, les stratégies soient mises en place. Quand je vous explique, je parlais de Bill Gates. Lors du sommet Pan Smith qui s'est tenu à Paris en décembre dernier, Bill Gates était là. Le promoteur de Apple, ils étaient là. Donc on a eu des grands entrepreneurs, des grandes personnalités de la société civile, des grands acteurs à travers le monde, des leaders, des associations, des fondations. Il suffit que cette stratégie soit mise en exergue pour recevoir les fonds privés. Je crois que les donateurs, ils y seront, puisque les donateurs viennent au secours, ils viennent assister souvent aux associations de menus. C'est comme tout à l'heure j'ai parlé de l'artiste musicienne Rihanna qui va aller contribuer. Les donateurs à travers le monde, ils sont. Je crois que c'est l'une des stratégies que nous pensons que les dirigeants d'Afrique pourront mettre en exergue pour recueillir les fonds et qui seront destinés à cette gestion. Monsieur Béa, merci pour votre présentation et félicitations pour votre travail. Merci. Je ne parle pas bien français, alors je dois poser mes questions aussi en anglais. Vraiment désolé. So my first question is follow Iman's question. So when you have the international financer of this kind of a project, the main contribution country will sometimes they will say they will doubt about the local government, the ability of the local government, how they can or they cannot control this project and use well the funds. And the local government will think you are grabbing my right to control this project, develop this project and use the fund. So this is kind of conflict. And how, what does he think? How he can balance this kind of conflict? Sa question concerne la relation entre les contributeurs privés et les gouvernements. Comment est-ce que les gouvernements et les fonds privés gèrent les relations pour contrôler l'initiative de fonds bleus? La relation entre les gouvernements et les responsables des organismes privés, notamment surtout au niveau du contrôle des fonds mis en place. Dans notre étude, nous avons justement vu ce volet, le volet entre les organismes privés et les organismes étatiques. Déjà, à l'image du fonds vert qui existe et qui a fait son chemin, nous pensons que s'il y a le fonds bleu, c'est que c'est une institution. Le fonctionnement d'une institution obéit aux normes. C'est pourquoi dans notre travail, nous avons fait ce nombre de propositions qui existent. Nous avons parlé par exemple du conseil d'administration. Nous avons par exemple aujourd'hui l'Union africaine qui existe. Donc, c'est des institutions qui sont dirigées à tour de rôle, selon des organes mis en place par les différents chefs d'État d'Afrique. Donc, les différents postes à pourvoir sont mis en place à l'image de l'Union africaine, de la francophonie, du secrétariat général de l'Union africaine. Et ces institutions doivent obéir aux normes de gestion existantes. Parce qu'après, il y a des contrôles, il y a des audits. Il faut qu'il y ait des principes d'appel d'offres dans le cadre de projets soumis à étude. Il faut que les projets soient examinés. C'est pourquoi les organes privés viennent en appui. Mais les fonds ne sont pas gérés par un État, mais par un organisme existant à l'image de l'Union africaine. Et les fonds doivent être domiciliés, par exemple, dans une institution financière comme la BAD. Et ça doit obéir au principe de gestion de financement, mais qui est un peu indépendamment aussi des États. Mais c'est l'ensemble des propositions que nous avons eu à faire dans nos travaux de recherche. But such kind of professional people, they will also receive a lot of better condition and offer. So how can they attract such kind of people stay inside of this project? La question concerne pourquoi est-ce qu'un travailleur voudrait rester travailler dans le fonds bleu? Pourquoi est-ce que le fonds bleu devient attractif pour un travailleur pour y rester? Nous pensons qu'il faut procéder au recrutement et les gens doivent avoir des mandats déterminés. Quand vous faisiez votre mandat, en ce moment, les États se retrouvent pour élire des nouveaux membres et les membres seront catégorisés
par rapport aux fonctions, par rapport à la répartition qui est faite par les États. Bon, je crois qu'il ne peut pas y avoir des membres permanents qui sont permanemment élus à des fonctions. C'est à tour de rôle. À l'image des autres institutions qui existent, cette institution, nous pensons qu'il y ait des membres non permanents, des membres rotatifs et qui passent, qui sont remplacés après le mandat. Et le recrutement se fait selon les profils des uns et des autres. I realized more than 50% of this basin is in Congo-Kinshasa. Okay, and it's this part from 2004 it was reduced quite quickly and a lot, from 60% cover rate reduced into 10%. So my question is, of course there are a lot of reasons. The war, the local people would like to cut the tree and develop the agricultural things to change their life. So we can see from this part, you have the conflict with the political reason and economic reason. So from his point of view, how can he or his country can do something to contribute and balance this kind of conflict? Donc sa question est principalement comment est-ce que votre institution elle va permettre d'arrêter avec la réduction et l'impact ambiental l'impact ambiental par exemple de l'agriculture. Because the local people they will think it's kind of a conflict between development and saving the forest. Comment est-ce qu'on peut trouver aussi par moyen de combler un équilibre entre le développement des gens, le développement économique des gens qui habitent sur place et l'environnement. Déjà au départ, nous avons pensé que ce financement paraît comme les fonds de contrepartie, contre la compensation. Donc, ceux qui entretiennent les forêts, ceux qui vivent de l'agriculture, de la pêche, de la cueillette, de l'élevage, en gros de la forêt va être réglementée et on va diminuer l'intensité d'utilisation du bassin du Congo. On va diminuer l'utilisation abusive de la forêt. Donc, la forêt va obéir aux normes et les différents peuples vont soumettre leurs projets. Les projets seront examinés. Ceux qui pourront bénéficier de l'attention du fonds pourront être financés, pourront être appuyés. Donc, normalement, cette possibilité de recevoir les fonds, de recevoir les moyens, vient comme en compensation pour réglementer. Parce que le bassin en lui-même, il faut que son utilisation soit réglementée. Vous ne pouvez pas avoir des cours d'eau après qui s'étouffent, qui se ferment. Leur entretien demande des moyens, mais c'est les projets qui seront mis en place par les peuples seront examinés. Votre projet est pourquoi? Pour quel but? Mon projet c'est pour tailler les cours d'eau. Mon projet c'est pour faire le planting d'arbres. Mon projet c'est pour faire l'entretien des eaux. Donc à travers les différents projets catégorisés, et cette utilisation sera réglementée. Parce que vous ne pouvez pas demander, comme j'ai dit tout à l'heure, aux gens qui vivent de la forêt de ne plus exploiter la forêt parce que le monde entier a besoin. Ça ne pourra pas marcher. C'est les compensations en fonction des projets. Et ça sera examiné à l'échelon supérieur par au niveau du conseil d'administration qui sera mis en place. Merci encore une fois. Et maintenant,